Imagine un instant que quelqu'un que tu as peut-être perdu de vue ou que tu as laissé partir ou qui t'a quitté s'est réveillé un matin et pense à toi, pas de façon superficielle. Pas une simple pensée fugace qui disparaît avec le café du matin. Non, je parle d'une pensée profonde, insistante, celle qui revient malgré les efforts pour l'étouffer. Et dans cette pensée, il y a toi, ton visage. Ta façon de rire, la manière dont tu disais certaines choses, et cette personne réalise peut-être trop tard, peut-être juste au bon moment qu'elle te cherche. Qu'elle te cherchera comme jamais elle n'a cherché quelqu'un auparavant. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que cela signifie vraiment? Pas pour l'autre, pour toi, parce que c'est là que je veux t'emmener aujourd'hui. Pas dans une histoire romantique, pas dans une promesse de réconciliation magique. Je veux t'emmener au cœur de ce que cette réalité révèle sur toi, sur qui tu es, sur ce que tu portes, sur ce que tu mérites. Et surtout sur ce que tu es en train de devenir. Bonjour, je suis heureux que tu sois là, que tu aies choisi de prendre ce moment pour toi, pour t'asseoir ou marcher ou simplement écouter. Dans un monde où tout va si vite, choisir de s'arrêter et de réfléchir à sa propre vie intérieure, c'est déjà un acte de courage et je veux que tu le saches. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène que je rencontre très souvent dans mon travail, dans mes lectures, dans les témoignages que les gens partagent avec moi. Ce phénomène, c'est celui d'être cherché, d'être voulu, d'être appelé dans la vie de quelqu'un avec une intensité qu'on n'avait pas connue avant. Et ce que cela révèle, non pas de l'autre, mais de soi-même, est souvent bien plus riche et bien plus transformateur qu'on ne l'imaginait. Parce que vois-tu, quand quelqu'un te cherche comme jamais, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas simplement parce que le temps a passé et que la nostalgie a fait son travail. Non, c'est parce que quelque chose en toi a changé, quelque chose en toi rayonne différemment. Et les gens, même ceux qui t'ont quitté, même ceux qui t'ont sous-estimé, sentent ce changement, ils le sentent sans toujours pouvoir le nommer. Et c'est précisément ce que je veux explorer avec toi aujourd'hui, avec douceur, avec honnêteté et avec tout le respect que tu mérites. Alors installe-toi confortablement, respire et laisse-moi te parler de toi. Il y a quelque chose que j'observe depuis de nombreuses années dans mon travail de psychiatre et d'écrivain. Les êtres humains ont une capacité extraordinaire à ne pas voir ce qu'ils ont jusqu'au moment où ils risquent de le perdre ou jusqu'au moment où ils l'ont déjà perdu. C'est une des grandes ironies de notre psychologie. Nous sommes faits ainsi, nous nous habituons, nous prenons pour acquis, nous regardons sans vraiment voir et toi, au moment de ta vie, tu as peut-être été cette chose que quelqu'un ne voyait plus vraiment. Tu étais là, présent, aimant, attentif, fidèle, mais l'autre avait cessé de te voir, pas par méchanceté nécessairement, souvent par habitude, par peur, par ses propres blessures non résolues. Et à un moment, quelque chose s'est passé, une séparation, un éloignement, un silence qui s'est installé, et dans ce silence, tu as dû apprendre à te reconstruire. Je veux qu'on s'arrête là un instant parce que ce moment de reconstruction, ce moment que tu as peut-être vécu dans la douleur, dans les larmes, dans la confusion, ce moment est en réalité le moment le plus important de toute cette histoire. Pas la rupture, pas l'absence de l'autre, mais ce que toi tu as fait avec cette douleur. Parce que la douleur, quand on l'apprivoise, quand on accepte de la traverser plutôt que de la fuir, devient quelque chose d'extraordinaire. Elle devient de la profondeur, elle devient de la sagesse. Elle devient une lumière intérieure que les autres perçoivent même sans comprendre d'où elle vient. Et c'est cette lumière qui fait que quelqu'un te cherche. Pas la version de toi qui attendait, qui suppliait, qui s'oubliait pour plaire, non. La version de toi qui a décidé d'esserrer les verres, la version de toi qui a choisi de vivre pleinement, même dans la douleur. La version de toi qui est devenue, sans même s'en rendre compte, irrésistiblement authentique. Alors voilà ma première réflexion pour toi aujourd'hui. Que révèle le fait qu'on te cherche comme jamais? C'est d'abord ceci, tu as traversé quelque chose de difficile et tu t'en es sorti différent, meilleur, plus entier, plus toi. Et ça, c'est précieux, c'est même rare. Laisse-moi te raconter quelque chose. Dans ma pratique, j'ai rencontré au fil des années des centaines de personnes qui traversaient des ruptures, des pertes et des séparations douloureuses. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est la différence entre ceux qui restaient coincés dans la douleur et ceux qui finissaient par s'en libérer. Et cette différence, elle n'était pas liée à l'intelligence. Elle n'était pas liée à la chance et elle n'était pas liée au fait d'avoir ou non une bonne famille, de bons amis, de bonnes conditions de vie. Non. La différence, elle était dans la relation que chaque personne entretenait avec elle-même. Ceux qui restaient coincés avaient tendance à se définir par rapport à l'autre. Leur valeur dépendait du regard de l'autre. Leur bonheur dépendait du retour de l'autre. Leur identité était entièrement construite autour de cette relation perdue. Et donc, sans l'autre, ils se sentaient incomplets, vides, sans direction. Ceux qui s'en libéraient, eux, avaient fait quelque chose de différent.
pas nécessairement de façon consciente au début, mais progressivement ils avaient commencé à se tourner vers eux-mêmes, à se demander qui suis-je moi en dehors de cette relation, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que je veux pour ma vie. Et en se posant ces questions, en cherchant ces réponses, ils avaient commencé à se reconstruire, à se redécouvrir, à se réinventer d'une certaine façon. Et cette réinvention, cette renaissance intérieure, elle avait quelque chose de magnétique, quelque chose qui attirait les autres, y compris souvent ceux qui les avaient quittés, parce que l'authenticité attire. La croissance attire, la paix intérieure attire, et quand tu commences à rayonner ces qualités, les gens le sentent, même à distance, même sans contact direct. Il y a quelque chose dans l'énergie humaine, dans la façon dont nous percevons les autres, qui capte ces changements, et cela crée ce phénomène que tu connais peut-être, l'autre qui revient, l'autre qui cherche, l'autre qui réalise soudainement ce qu'il a laissé partir. Alors voici ma deuxième réflexion pour toi. Que révèle le fait qu'on te cherche comme jamais, c'est que tu as commencé, consciemment ou non, à t'appartenir davantage. Et c'est une des choses les plus belles et les plus puissantes qu'un être humain puisse faire. Maintenant, je veux qu'on aille un peu plus loin, parce que jusqu'ici, on a parlé de ce que tu as fait, de ta reconstruction, de ta croissance. Mais je veux aussi parler de quelque chose que j'appelle le paradoxe de l'attachement. Et c'est un concept qui, quand on le comprend vraiment, change profondément la façon dont on vit ses relations. Voici comment je l'explique souvent. Quand nous nous accrochons trop fort à quelqu'un, quand notre bonheur dépend entièrement de la présence de cette personne, quand nous faisons tout pour la retenir, pour lui plaire, pour ne pas la perdre paradoxalement, nous créons les conditions de notre propre souffrance. Et souvent, nous créons aussi les conditions qui éloignent l'autre. Pourquoi? Parce que l'attachement excessif génère une pression que l'autre ressent, une forme d'étouffement, même involontaire. Et les êtres humains, comme tous les êtres vivants, ont besoin d'espace pour respirer, pour exister, pour choisir librement quand tu lâches prise, pas par indifférence, pas par résignation, mais par une forme de confiance profonde en toi-même et en la vie, et quelque chose se déplace. L'espace que tu libères, l'autre commence à le percevoir. Et dans cet espace, il commence à ressentir ton absence d'une façon nouvelle, non plus comme quelque chose qu'il a choisi, mais comme un manque, un vide, une perte réelle, et c'est là que commence la recherche, la vraie. Celle qui vient du cœur, pas de l'ego, celle qui dit « je réalise ce que j'ai perdu, je réalise qui tu es vraiment et je veux te retrouver ». Mais voilà ce que je veux que tu retiennes de cette partie. Ce lâcher-prise dont je parle, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une technique pour faire revenir l'autre. Si tu lâches prise dans le seul but de faire revenir quelqu'un, ce n'est pas du lâcher-prise. C'est encore de l'attachement déguisé. Et ça ne fonctionne pas parce que les gens sentent la différence. Le vrai lâcher-prise, c'est celui qui dit « je mérite d'être heureux avec ou sans toi ». Je mérite de vivre pleinement avec ou sans toi, et si tu reviens, ce sera parce que tu le choisis librement, pas parce que je t'y ai forcé, pas parce que je t'y ai manipulé, mais parce que tu as réalisé de toi-même la valeur de ce que nous avions. Et ce type de lâcher-prise, il commence par un travail sur soi, un travail qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas toujours linéaire, qui a ses jours de doute et ses jours de clarté, mais qui est, à mon sens, l'un des plus beaux voyages qu'un être humain puisse entreprendre. Si ce que tu entends aujourd'hui te touche, si ces mots résonnent en toi d'une façon ou d'une autre, je t'invite à laisser un like et à t'abonner à cette chaîne. Parce que c'est comme ça qu'on continue à construire ensemble cet espace de réflexion et de croissance. Et maintenant, continuons, parlons de quelque chose que je trouve fondamental dans cette réflexion. Parlons de l'estime de soi, pas de façon abstraite, pas de façon théorique, mais de façon très concrète, très humaine, très proche de ta réalité quotidienne. L'estime de soi, c'est la valeur que tu t'accordes, c'est la façon dont tu te perçois, c'est la réponse intérieure à cette question. Est-ce que je mérite d'être aimé? Est-ce que je mérite d'être respecté? Est-ce que je mérite d'occuper de l'espace dans la vie des autres? Et ce que j'observe encore et encore, c'est que beaucoup de personnes qui souffrent dans leurs relations ont une estime de soi fragilisée. Pas nécessairement détruite, pas nécessairement absente, mais fragilisée, incertaine, dépendante du regard extérieur. Et cette fragilité, elle se manifeste de façon très subtile. Elle se manifeste dans la façon dont tu acceptes d'être traité, dans la façon dont tu te justifies, dont tu t'excuses, dont tu minimises tes propres besoins pour ne pas déranger, dans la façon dont tu interprètes les silences de l'autre comme une preuve de ta propre insuffisance. Quand quelqu'un ne répond pas à ton message, tu te dis peut-être c'est parce que je ne suis pas assez intéressant. Quand quelqu'un s'éloigne, tu te dis peut-être c'est parce que je ne suis pas assez bien. Quand une relation se termine, tu te dis peut-être c'est parce que je ne méritais pas d'être aimé.
Et ce dialogue intérieur, ce dialogue que tu as peut-être avec toi-même depuis des années, il est au cœur de tout. Parce qu'il conditionne non seulement la façon dont tu te visses, mais aussi la façon dont les autres te voient et te traitent. Voici quelque chose que j'aime dire et que je trouve profondément vrai. Les autres nous traitent souvent à la hauteur de ce que nous tolérons. Pas parce qu'ils sont cruels, pas parce qu'ils veulent nous faire du mal, mais parce que nous envoyons des signaux, souvent inconscients, sur ce que nous acceptons, sur ce que nous valons, sur ce que nous attendons. Quand tu commences à relever tes standards, quand tu commences à te traiter toi-même avec plus de respect, de bienveillance, de considération, les autres commencent à s'ajuster. Certains s'ajustent vers le haut et te rejoignent dans cette nouvelle façon d'être. D'autres, qui ne peuvent pas ou ne veulent pas faire cet effort, s'éloignent naturellement. Et c'est là que quelque chose de magique se produit. Ceux qui s'éloignent, parfois après un moment, après avoir vu comment tu vis maintenant, après avoir observé de loin, la personne que tu es en train de devenir commence à te chercher parce qu'ils réalisent que ce qu'ils ont laissé partir n'était pas ordinaire, que ce qu'ils ont perdu était précieux. Et toi, tu es sans droit de te demander, est-ce que je veux les laisser revenir ? Est-ce que c'est ce que je veux pour ma vie ? Et c'est une question à laquelle toi seul peux répondre. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que tu as ce pouvoir, tu as ce choix. Et avoir ce choix, c'est déjà une forme de liberté extraordinaire. Laisse-moi te parler d'une personne que j'appellerai Isabelle. Isabelle avait 38 ans quand elle est venue me consulter pour la première fois. Elle sortait d'une relation de 7 ans qui s'était terminée de façon brutale et inattendue. Son compagnon était parti sans vraiment d'explication, laissant derrière lui un vide immense et une Isabelle complètement perdue. Les premiers mois avaient été très difficiles, elle ne dormait plus bien. Elle avait du mal à se concentrer au travail. Elle attendait chaque jour un message en signe quelque chose qui lui dirait que tout cela n'était pas réel. Mais les messages ne venaient pas. Et puis, progressivement, quelque chose a changé. Pas de façon spectaculaire, pas du jour au lendemain. Mais petit à petit, Isabelle a commencé à se réapproprier sa vie. Elle a recommencé à faire des choses qu'elle aimait et qu'elle avait abandonnées pendant la relation. Elle a recommencé à voir ses amis. Elle a repris la peinture, une passion qu'elle avait mise de côté depuis des années. Elle a commencé à prendre soin d'elle, non pas pour plaire à quelqu'un, mais parce qu'elle avait décidé qu'elle le méritait. Et environ 8 mois après la rupture, son ex-compagnon l'a contactée. Il voulait la voir. Il voulait parler, il disait qu'il avait fait une erreur, qu'il n'avait pas réalisé ce qu'il avait jusqu'à ce qu'il le perde. Isabelle m'a raconté cette histoire avec un mélange d'émotions complexes. Il y avait de la satisfaction, oui, mais aussi de la tristesse et surtout il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, une grande clarté. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle se sentait libre de choisir. Ce que j'ai aimé dans l'histoire d'Isabelle, c'est qu'elle illustre parfaitement ce dont je veux te parler aujourd'hui. Ce n'est pas le retour de son ex qui était important. Ce qui était important, c'était la transformation qu'elle avait vécue, la personne qu'elle était devenue, la clarté qu'elle avait acquise. Et le fait qu'elle pouvait maintenant faire ses choix depuis un endroit de force et non depuis un endroit de peur ou de manque. Parce que c'est ça la vraie liberté dans les relations. Ce n'est pas d'être aimé par tout le monde, ce n'est pas d'être voulu par tout le monde, c'est de pouvoir choisir librement et consciemment avec qui tu veux partager ta vie. Et de faire ce choix depuis un endroit de plénitude, pas de vide, je veux maintenant aborder quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, quelque chose que j'appelle la dignité silencieuse. C'est un concept que j'ai développé au fil des années, en observant les personnes qui traversaient des épreuves relationnelles et qui en sortaient grandies. La dignité silencieuse, c'est cette qualité particulière qui consiste à ne pas se défendre à tout prix, à ne pas chercher à convaincre l'autre de ta valeur, à ne pas te battre pour une place dans la vie de quelqu'un qui ne la reconnaît pas naturellement. C'est cette capacité à dire, non pas avec des mots, mais avec toute ta façon d'être. Je sais qui je suis, je n'ai pas besoin de te le prouver. Et cette dignité silencieuse, elle est extraordinairement puissante, parce qu'elle dit tout sans rien dire. Elle communique une confiance en soi qui n'a pas besoin de validation extérieure. Et paradoxalement, c'est précisément ce type de confiance qui génère le plus de respect et d'admiration chez les autres. Quand tu cesses de te battre pour prouver ta valeur, quand tu cesses de supplier, d'implorer, de te diminuer pour entrer dans la vie de quelqu'un, quelque chose se passe. L'autre commence à te voir différemment. Non plus comme quelqu'un qui a besoin d'eux, mais comme quelqu'un qui se suffit à lui-même. Et cette autonomie, cette indépendance émotionnelle, elle est profondément attirante. Mais attention, et c'est important, la dignité silencieuse n'est pas de la froideur. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas un masque que tu portais pour cacher ta douleur. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus profond.
C'est une paix intérieure authentique qui vient de la conviction que tu es suffisant tel que tu es, que tu mérites ce que tu mérites et que tu n'as pas à te diminuer pour être aimé. Et cette paix intérieure, elle ne s'achète pas, elle ne s'acquiert pas en un jour. Elle se construit lentement, patiemment, à travers les épreuves, à travers les choix courageux, à travers les moments où tu décides de te respecter même quand c'est difficile. Si ce contenu t'aide à voir les choses différemment, si tu sens que ces mots t'accompagnent dans ta réflexion, pense à laisser un like et à t'abonner. C'est une façon simple de m'aider à continuer à créer ces espaces de réflexion pour toi. Et maintenant, continuons ensemble. Je veux parler de quelque chose qui est souvent mal compris. Je veux parler du temps, pas du temps qui passe et qui guérit tout. Cette idée un peu naïve est souvent fausse. Non. Je veux parler du temps comme outil de transformation. Du temps comme espace dans lequel quelque chose peut se construire si on l'utilise bien. Parce que le temps seul ne guérit pas, le temps seul ne transforme pas. Ce qui guérit et transforme, c'est ce qu'on fait dans le temps. C'est la façon dont on traverse les moments difficiles. C'est les choix qu'on fait quand personne ne regarde. C'est les petites décisions quotidiennes qui, accumulées, finissent par créer une vie différente. Quand quelqu'un te cherche comme jamais après une période d'absence, ce n'est pas le temps qui a changé les choses. C'est ce que toi, tu as fait de ce temps. C'est la façon dont tu as utilisé cette période pour te retrouver, pour te reconstruire, pour devenir plus pleinement toi-même. Et ça, c'est quelque chose que l'autre perçoit. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas consciemment, mais il le perçoit dans ta façon de parler, dans ta façon de te tenir, dans ton regard, dans l'énergie que tu dégageais, dans la façon dont tu n'as plus besoin de son approbation pour te sentir bien, et c'est cette transformation qui crée l'attraction, pas les jeux, pas les stratégies, pas les techniques de manipulation, mais la vraie transformation intérieure, celle qui est visible dans chaque détail de ta façon d'être. Alors je veux te poser une question et je t'invite à y réfléchir vraiment. Qu'est-ce que tu as fait de ta douleur ? Qu'est-ce que tu as fait de cette période difficile que tu as traversée? Est-ce que tu l'as utilisée pour te fermer davantage, pour te protéger derrière des murs? Ou est-ce que tu l'as utilisée pour t'ouvrir, pour grandir, pour devenir plus authentique? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste ta réponse. Et ta réponse honnête à cette question te dira beaucoup sur où tu en es et sur ce que tu peux encore faire pour avancer. Parce que si tu as encore des murs à démolir, si tu as encore des blessures à soigner, si tu as encore du chemin à faire, ce n'est pas grave, c'est humain, c'est même beau d'une certaine façon. Parce que ça veut dire que tu as encore un mouvement, que tu as encore envie, vraiment envie, que tu n'as pas renoncé. Et ne pas renoncer, c'est peut-être la chose la plus courageuse qu'un être humain puisse faire. Laisse-moi te parler d'un autre aspect de cette réflexion, quelque chose que j'appelle la valeur perçue et la valeur réelle, parce que je crois que c'est au cœur de tout ce dont on parle aujourd'hui. La valeur perçue, c'est la valeur que les autres t'attribuent. C'est souvent fluctuante, subjective, dépendante du contexte et de l'état émotionnel de ceux qui te regardent. Quelqu'un peut te percevoir comme extraordinaire dans un contexte et te percevoir comme ordinaire dans un autre. Et cela n'a souvent rien à voir avec qui tu es vraiment. La valeur réelle, c'est quelque chose de différent. C'est ce que tu es profondément, indépendamment du regard des autres. C'est ta générosité, ton intelligence émotionnelle, ta capacité à aimer, ta résilience, ta créativité, ta façon unique de voir le monde. C'est tout ce qui fait que tu es toi et pas quelqu'un d'autre. Et voici ce que j'observais souvent dans les relations qui ont mal tourné. Il y a souvent eu une confusion entre ces deux types de valeurs. L'autre a peut-être cessé de percevoir ta valeur, peut-être parce qu'il était trop préoccupé par ses propres problèmes, peut-être parce qu'il avait pris tes qualités pour acquises. Peut-être parce qu'il n'était tout simplement pas dans l'état émotionnel pour les voir et toi, tu as peut-être commis l'erreur de confondre cette perception avec la réalité. Tu as peut-être cru que parce qu'il ne te voyait plus, tu n'avais plus de valeur, que parce qu'il ne t'aimait plus de la même façon, tu n'étais plus aimable. Mais ce n'est pas vrai, ce n'a jamais été vrai. Ta valeur n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la capacité de l'autre à la percevoir. Et quand tu t'es éloigné, quand tu as commencé à vivre ta vie pleinement, quand tu as arrêté de te rendre invisible pour rentrer dans sa vision du monde, quelque chose s'est passé. Il a commencé à voir ce qu'il avait refusé de voir, il a commencé à percevoir ta valeur réelle. Et cette perception l'a amené à te chercher. Mais voilà ce que je veux que tu retiennes de cette partie. Ta valeur ne dépend pas d'être cherchée, ta valeur ne dépend pas d'être voulue, ta valeur existe pleinement et entièrement, que quelqu'un la reconnaisse ou non. Quand tu commences vraiment à croire ça, quand tu commences à le vivre dans ton corps, dans tes choix, dans ta façon de te traiter, tout change. Tout change. Maintenant, je veux qu'on parle de quelque chose qui est peut-être un peu plus délicat. Je veux qu'on parle de la tentation de revenir en arrière.
Parce que quand quelqu'un te cherche, quand quelqu'un revient avec des mots doux et des promesses, il y a une tentation naturelle, la tentation de tout oublier, de tout pardonner, de reprendre là où on s'était arrêté. Et je ne dis pas que c'est toujours une mauvaise idée, je ne dis pas que les gens ne changent pas, je ne dis pas que les relations ne peuvent pas se reconstruire après une rupture, tout cela est possible. Tout cela arrive et parfois c'est magnifique, mais je veux que tu sois conscient de quelque chose. La façon dont quelqu'un te cherche peut te dire beaucoup sur la façon dont il a changé ou non. Est-ce qu'il te cherche avec humilité? Est-ce qu'il reconnaît ses torts? Est-ce qu'il comprend ce qui s'est passé et pourquoi? Est-ce qu'il a fait un travail sur lui-même? Ou est-ce qu'il te cherche simplement parce qu'il se sent seul, parce que sa nouvelle vie ne ressemble pas à ce qu'il espérait, parce que tu lui manques mais sans vraiment comprendre pourquoi? Ces questions sont importantes et ce n'est pas pour être cruel, pas pour te fermer à la possibilité d'une réconciliation, mais pour t'assurer que si tu choisis de laisser quelqu'un entrer à nouveau dans ta vie, tu le fais depuis un endroit de conscience et non depuis un endroit de peur ou de manque. Parce que tu mérites une relation qui te nourrit, une relation qui te grandit, une relation dans laquelle tu peux être pleinement toi-même sans te diminuer, sans t'oublier, sans avoir peur de prendre de la place. Et si la personne qui te cherche peut t'offrir ça, si elle a vraiment évolué, si elle est vraiment prête à construire quelque chose de différent et de meilleur, alors peut-être que cette recherche est le début d'une belle histoire. Mais si elle te cherche pour retrouver la version de toi qui acceptait moins, qui tolérait davantage, qui s'oubliait pour lui plaire, alors tu as le droit et même le devoir envers toi-même de dire non, de dire j'ai changé. Et si tu ne peux pas aimer la personne que je suis devenue, alors nous ne sommes peut-être pas faits pour être ensemble, et dire ça, c'est un acte d'amour envers toi. Et paradoxalement envers l'autre aussi. Si ce contenu t'aide à réfléchir, à te voir différemment, à comprendre quelque chose d'important sur toi-même, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parce que ces réflexions, elles ont plus de valeur quand elles circulent, quand elles touchent d'autres cœurs, quand elles allument d'autres lumières. Et maintenant, continuons. Je veux te parler de quelque chose que j'appelle l'effet miroir dans les relations. C'est un concept qui m'a toujours fasciné et que j'essaie d'expliquer de façon simple et accessible parce que je crois qu'il est fondamental pour comprendre pourquoi les gens nous cherchent et ce que cela dit de nous. L'effet miroir, c'est l'idée que les autres nous renvoient souvent une image de nous-mêmes, pas toujours une image exacte, pas toujours une image juste, mais une image. Et la façon dont nous réagissons à cette image dit beaucoup sur notre propre état intérieur. Quand tu étais dans la relation qui s'est terminée, peut-être que l'autre te renvoyait une image de toi qui ne correspondait pas à qui tu es vraiment. Peut-être qu'il te voyait comme quelqu'un de trop sensible, de trop demandant, de trop présent, et peut-être que tu avais commencé à croire cette image, à te conformer à cette image, à te rétrécir pour entrer dans ce cadre. Et quand la relation s'est terminée, quand tu n'as plus ce miroir déformant devant toi, tu as peut-être commencé à te voir différemment, à te voir tel que tu es vraiment. Avec tes forces, avec ta beauté, avec ta profondeur, avec tout ce que tu avais mis de côté parce que l'autre ne semblait pas le valoriser. Et cette redécouverte de toi-même, cette vision plus juste et plus aimante de qui tu es, elle a changé quelque chose. Elle a changé la façon dont tu te présentes au monde. Elle a changé l'image que tu projettes. Et l'autre, en te voyant de loin, en observant cette nouvelle façon d'être, a commencé à voir quelqu'un qui ne reconnaissait pas tout à fait, quelqu'un de plus libre, de plus confiant, de plus lumineux. Et cette image l'a attiré, l'a intrigué, l'a amené à te chercher. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que cette image n'est pas nouvelle, ce n'est pas une version améliorée de toi, c'est toi. C'est simplement toi, débarrassé de ce qui t'empêchait de briller, débarrassé des peurs, des doutes, des croyances limitantes que tu avais accumulées dans cette relation ou avant. Et cette version de toi, elle est là pour rester. Elle n'est pas conditionnelle au regard de l'autre. Elle n'est pas conditionnelle à la présence de quelqu'un. Elle est là, un toi disponible, accessible, dès que tu choisis de te voir avec les yeux de la bienveillance plutôt que de la critique. Voilà ce que je veux que tu retiennes de cette partie. Tu n'as pas besoin d'être cherché pour savoir que tu as de la valeur, mais le fait d'être cherché peut être un beau rappel que cette valeur, elle est réelle, elle est visible, elle est perceptible. Et elle mérite d'être honorée d'abord par toi-même. Laisse-moi maintenant te parler de quelque chose de plus pratique, de quelque chose que tu peux faire aujourd'hui concrètement pour continuer à cultiver cette version de toi qui attire et qui rayonne, qui inspire. La première chose, c'est ce que j'appelle l'ancrage dans le présent. L'une des grandes difficultés quand on traverse une rupture ou une période difficile, c'est qu'on a tendance à vivre soit dans le passé, à ruminer ce qui s'est passé, à rejouer les scènes encore et encore, soit dans le futur, à s'inquiéter de ce qui va arriver, à se demander si on sera de nouveau aimé,
si on sera de nouveau heureux. Et pendant ce temps, le présent passe. Le présent, qui est le seul endroit où tu peux agir, où tu peux ressentir, où tu peux exister pleinement, passe sans que tu le vives. L'ancrage dans le présent, c'est l'art de revenir à maintenant. De te demander qu'est-ce qui est beau dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui me nourrit aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour prendre soin de moi? Ce n'est pas de la pensée positive naïve, ce n'est pas de nier la douleur ou les difficultés. C'est simplement de refuser de laisser le passé ou le futur voler le présent. C'est de choisir consciemment d'être là dans ta vie, dans ton corps, dans ton moment. La deuxième chose, c'est ce que j'appelle l'investissement dans ce qui te fait vibrer. Quand on sort d'une relation difficile, on a souvent perdu de vue ses propres passions, ses propres intérêts, ses propres sources de joie. Parce qu'on avait mis l'autre au centre, parce que sa vie était devenue notre vie. Parce que ses préférences avaient pris le dessus sur les nôtres. Retrouver ce qui te fait vibrer, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est une façon de te rappeler qui tu es en dehors de tes relations. C'est une façon de te reconnecter à cette énergie vitale, à cet enthousiasme, à cette joie de vivre qui est en toi et qui n'attend que d'être réveillée. Alors je t'invite à te poser cette question. Qu'est-ce que j'aimais faire avant? Qu'est-ce qui me donnait de l'énergie? Qu'est-ce qui me faisait perdre la notion du temps? Et comment est-ce que je peux réintroduire ça dans ma vie maintenant? La troisième chose, c'est ce que j'appelle la cultivation de la bienveillance envers soi-même. Et c'est peut-être la plus importante des trois, parce que tout le reste en dépend. La bienveillance envers soi-même, c'est te traiter avec la même gentillesse, la même compréhension, la même patience que tu aurais envers un ami cher qui traverse une période difficile. C'est cesser de te critiquer, de te rougir, de te punir pour tes erreurs ou tes faiblesses. C'est reconnaître que tu fais de ton mieux avec ce que tu as là où tu en es. Et cette bienveillance, elle change tout. Elle change la façon dont tu te lèves le matin. Elle change la façon dont tu parles de toi. Elle change la façon dont tu te permets de rêver, de désirer, d'espérer. Et elle change la façon dont tu te présentes au monde, la façon dont les autres te voient, la façon dont ils te cherchent. Parce qu'un être qui s'aime vraiment, pas de façon narcissique, pas de façon arrogante, mais de façon douce et authentique, cet être rayonne quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose que les autres ressentent et vers lequel ils sont naturellement attirés. Si tu trouves ces réflexions utiles, si elles t'aident à voir ta situation différemment, je t'encourage à laisser un like et à t'abonner. C'est une façon simple de soutenir ce travail et de continuer à recevoir ces contenus qui, j'espère, t'accompagnent dans ton chemin. Et maintenant, approchons-nous de la fin de notre conversation d'aujourd'hui. Je veux prendre les dernières minutes de cet épisode pour te parler de quelque chose d'essentiel. Quelque chose qui, j'espère, résonnera en toi longtemps après avoir terminé d'écouter. Nous avons parlé aujourd'hui de ce que cela révèle de toi quand quelqu'un te cherche comme jamais. Nous avons parlé de ta reconstruction, de ton lâcher-prise, de ta dignité silencieuse, de ta valeur réelle, de l'effet miroir et de ce que tu peux faire concrètement pour continuer à grandir. Mais je veux terminer sur quelque chose de plus profond encore. Je veux te parler de la relation la plus importante de ta vie. Pas celle avec l'autre, pas celle avec tes parents, tes amis, tes enfants, la relation avec toi-même. Parce que toutes les autres relations dans ta vie sont d'une façon ou d'une autre le reflet de cette relation centrale. La façon dont tu te parles te dit comment tu permets aux autres de te parler. La façon dont tu prends soin de toi te dit comment tu permets aux autres de prendre soin de toi. La façon dont tu t'aimes te dit comment tu permets aux autres de t'aimer. Et si cette relation avec toi-même est solide, si elle est nourrie, si elle est bienveillante, alors toutes les autres relations dans ta vie en bénéficient. Et ceux qui t'entourent, ceux qui te cherchent, ceux qui veulent être dans ta vie, ils le sentent. Ils sentent cette solidité, cette paix, cette plénitude, et ils sont attirés par elle. Alors voici mon invitation finale pour toi aujourd'hui. Commence par toi, pas de façon égoïste, pas de façon exclusive, mais commence par toi. Prends soin de toi, parle-toi avec gentillesse. Traite-toi avec le respect que tu mérites. Investisse dans ta propre croissance, dans ta propre joie, dans ta propre épanouissement et laisse le reste suivre naturellement. Parce que quand tu es pleinement toi-même, quand tu rayonnes cette authenticité, cette paix, cette lumière intérieure, les bonnes personnes sont attirées vers toi. Les bonnes relations se créent. Et celles qui ne l'étaient pas, celles qui ne te voyaient pas vraiment, commencent à te chercher comme jamais elles ne t'avaient cherché avant. Non pas parce que tu as joué un jeu, non pas parce que tu as utilisé une stratégie, mais parce que tu es devenu pleinement et authentiquement la meilleure version de toi-même, et ça, personne ne peut l'ignorer.
Je veux que tu te souviennes de quelque chose, la douleur que tu as traversée, les nuits difficiles, les moments de doute, les larmes que tu as peut-être versées en silence, tout cela n'était pas sans sens, tout cela était une formation, une transformation, un passage nécessaire vers quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus authentique, et tu es là aujourd'hui à écouter ces mots, ce n'est pas un hasard. C'est parce que tu cherches, toi aussi, tu cherches à comprendre, tu cherches à grandir, tu cherches à être mieux. Et cette recherche, cette curiosité, cette ouverture, c'est déjà une forme de grandeur. Alors je veux que tu saches que je suis fier de toi, même si je ne te connais pas personnellement, même si nos chemins ne se sont peut-être jamais croisés. Je suis fier de toi parce que tu es là, parce que tu continues, parce que tu choisis de te comprendre plutôt que de t'effermer, parce que tu choisis la lumière plutôt que l'obscurité. Et cette lumière que tu choisis, elle te précède partout où tu vas. Elle touche les gens avant même que tu aies dit un mot. Elle fait que les autres te cherchent, te veulent, te désirent dans leur vie. Pas la version diminuée de toi, la version entière, la version vraie. La version que tu es en train de devenir jour après jour, choix après choix, moment après moment. Alors continue. Continue à te choisir, continue à te respecter, continue à grandir, continue à rayonner. Parce que le monde a besoin de ta lumière et les bonnes personnes, celles qui méritent d'être dans ta vie, le savent. Même si parfois ils mettent du temps à le réaliser. Et quand ils le réalisent, ils te cherchent. Comme jamais ils n'ont cherché quelqu'un parce que tu es simplement et magnifiquement irremplaçable. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci pour ta présence, pour ton écoute, pour la confiance que tu m'accordes en me laissant entrer dans ta réflexion. Ce n'est pas anodin et je ne le prends pas à la légère. Si ce contenu t'a été utile, si ces mots t'ont touché d'une façon ou d'une autre, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Quelqu'un qui traverse peut-être une période difficile, quelqu'un qui a besoin de se rappeler sa propre valeur, quelqu'un qui a besoin d'entendre que ce qu'il vit, aussi douloureux que ce soit, a un sens et mène quelque part de beau. Prends soin de toi, prends soin de ta vie intérieure. Et souviens-toi toujours que tu mérites d'être cherché, pas seulement par les autres, mais d'abord et avant tout par toi-même. On se retrouve dans le prochain épisode.